La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous et bienvenue au webinaire Un paquet TVA e-commerce, êtes-vous prêts? Je suis Gaëlle Jacquier et je vais administrer ce webinaire. Donc cette présentation vous sera envoyée par mail une fois que nous aurions fini ce webinaire. Et vous avez également un encart qui vous permet de poser vos questions. Donc n'hésitez pas à l'utiliser et nous y répondrons lors de la phase de questions-réponses qui aura lieu à la fin de la présentation. Aujourd'hui, nos intervenantes sont Moitza Grobowczyk. Bonjour Moitza. Bonjour. Et Marie Muchik, qui est consultante TVA Compliance. Bonjour Marie. Bonjour à tous. Alors, comme vous le savez, le paquet TVA sur le commerce électronique entrera en vigueur le 1er juillet 2021. Cette réforme TVA a pour objectif d'aider les États à lutter plus efficacement contre la fraude fiscale. Alors, quels seront les principaux impacts en termes de TVA et de déclaration? Donc, nous allons voir ensemble le nouveau seuil et l'extension du guichet unique, l'importation des biens, les nouvelles responsabilités pour les plateformes et un focus sur les opérations avec la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Et enfin, la phase de questions-réponses. Moitza, je vais te laisser la parole pour commencer l'introduction. Merci Gaëlle. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, donc je souhaiterais vous dire quelques mots d'introduction. Donc si tu peux avancer sur la slide suivante. Voilà, merci. Donc à compter du 1er juillet prochain, donc la règle de TVA applicable aux ventes à distance et plus généralement au e-commerce B2C vont être profondément modifiées, comme vient de l'évoquer Gaëlle. Donc, c'est une réforme qui a été adoptée par le Conseil de l'Union européenne déjà en décembre 2017. Cette paquet TVA, donc ce qu'on appelle paquet TVA sur le e-commerce, a triple objectif. Donc, simplifier les formalités en matière de TVA, donc qui pèsent sur les entreprises, mieux lutter contre la fraude et garantir une concurrence équitable entre les entreprises européennes et non européennes. Donc, on reviendra un petit peu plus en détail sur le sujet un peu plus tard dans la présentation. Donc, pour rappel, certaines dispositions concernant les TBE, donc ce qu'on appelle les services de télécommunication, de services électroniques et de radiodiffusion, sont entrés déjà en vigueur au 1er janvier 2019. Donc l'ensemble de ces textes qui modifient donc ces règles appelées paquet e-commerce devait initialement entrer en vigueur au 1er janvier de cette année, donc, mais il a été finalement repoussé de 6 mois en raison donc de la crise Covid. Donc ce report est le bienvenu puisqu'il donne quelque part aux entreprises plus de temps pour se préparer à ces différents changements qui sont quand même assez nombreux. Donc c'est donc le moment idéal pour passer de nouveau en revue donc les principales mesures qui sont prévues par la réforme. Donc on y reviendra tout à l'heure, mais en tout cas il y a une redéfinition de la notion de vente à distance et il faudra désormais distinguer entre deux types des ventes à distance, donc ce qu'on appelle VAD, les ventes à distance intracommunautaires et des ventes à distance des biens importés des pays tiers ou des territoires tiers. Donc il y aura une suppression des seuils locaux qu'on connaît aujourd'hui. Il y aura également la suppression de la franchise pour les colis qui sont importés pour une valeur inférieure à 22 €. Il y aura introduction de 3 régimes particuliers facultatifs et des portails électroniques correspondants que Marie développera un petit peu plus tard. Et il y aura également l'introduction de la redevabilité des marketplaces en matière de TVA. Donc concrètement, qui est concerné par cette réforme? Toutes les entreprises de l'Union européenne ou hors Union européenne qui vendent en ligne des marchandises et de services à des particuliers européens, quel que soit le canal de vente. Donc ça peut être les sites web dédiés, les marketplaces ou les réseaux sociaux. Les acteurs éventuellement également du dropshipping qui sont jusqu'à présent n'ont pas été trop concernés par ces mesures seront tout particulièrement impactés également par la réforme. Donc les transactions qui sont couvertes par ces nouveaux changements sont des ventes à distance des marchandises au sein de l'Union européenne effectuées par des fournisseurs ou des fournisseurs présumés. On expliquera un peu plus tard ce que c'est un fournisseur présumé. Les ventes intérieures de marchandises pour des fournisseurs présumés. La fourniture de services par des vendeurs européens et non européens aux consommateurs établis dans l'Union européenne.
et les ventes à distance de marchandises importées des territoires tiers ou des pays tiers qui sont effectuées par des fournisseurs ou les fournisseurs présumés, à l'exception justement les marchandises qui sont soumises à droit d'accise. Donc nous allons aujourd'hui, lors de ce webinaire, se intéresser plus particulièrement aux ventes à distance, donc c'est-à-dire vente de marchandises. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Marie. Merci Moïtsa. Gaëlle, tu peux passer la prochaine slide, s'il te plaît? Donc là, nous allons voir les nouveaux seuils et les nouveaux guichets uniques. Donc il est important de rappeler, c'est que jusqu'au 30 juin 2021, les seuils actuels se situent entre 35 et 100 000 euros. Ce qu'il faut savoir, c'est que la directive à l'heure actuelle prévoit que si ce seuil n'est pas dépassé, les sociétés facturent selon les règles et au taux de facturation de leur pays. Comme nous pouvons le voir ici, par exemple, une entreprise française ne dépassant pas le seuil de vente à distance au Luxembourg peut toujours facturer avec TVA française. La directive prévoit également que les livraisons intracommunautaires de biens à des clients non assujettis à la TVA relèvent du régime des ventes à distance, c'est-à-dire que la taxation dans l'état d'arrivée de la marchandise lorsqu'un seuil de transaction est dépassé et impose une immatriculation à la TVA locale. Par exemple, une entreprise française qui dépasse le seuil de vente à distance au Luxembourg devra facturer à 17%, du coup, s'immatriculer et déposer des déclarations de TVA locale. Le fait d'appliquer de la TVA locale en dessous du seuil est une simplification optionnelle, c'est-à-dire que dès le premier euro, une entreprise française peut décider de s'immatriculer au Luxembourg directement. Ce qui va changer, au 1er juillet 2021, la réforme prévoit de rabaisser ces seuils à un seul qui a été fixé à 10 000 euros. Donc, ce seuil de 10 000 euros a été retenu afin de favoriser le développement économique des petites et moyennes entreprises, en dessous duquel les ventes transfrontalières de biens et de services réalisées seront considérées comme étant des ventes locales et donc soumises à la taxation dans le pays d'établissement de la société. Comme le disait Moïtsa dans l'introduction, il y avait déjà eu un changement au 1er janvier 2019 et la création du seuil de 10 000 euros concernant les TBE, services électroniques de télécommunication, radiodiffusion et de télévision, avec la création du MOS mini guichet unique. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'actuellement, donc, si le seuil annuel de transaction est dépassé dans un État membre, le vendeur qui est non établi est tenu de s'immatriculer pour facturer, collecter et reverser cette TVA, ce qui entraîne effectivement des obligations déclaratives, ce qui ne sera plus le cas à partir du 1er juillet 2021. Afin d'éviter ces contraintes administratives et déclaratives, cette directive prévoit la mise en place du guichet unique OSS que nous allons voir dans la slide suivante. Il est important de rappeler que la réforme distingue bien, Moïtsa en avait parlé effectivement dans l'introduction, mais les ventes à distance intracommunautaires et les ventes à distance de biens importés depuis un pays tiers. Par ailleurs, elle prévoit également la mise en place de 3 régimes particuliers facultatifs que nous pouvons voir ici, qui permettront aux entreprises de centraliser leurs formalités déclaratives dans un seul pays de l'Union européenne, et ce, via à chaque mini-guichet unique, qu'on appellera ici OSS. À compter du 1er juillet 2021, le MOS, mini-guichet unique, sera remplacé par 3 nouveaux régimes susceptibles de s'appliquer au e-commerce. Donc, nous avons l'OSS régime hors Union européenne. Celui-ci permettra de déclarer uniquement les services B2C intracommunautaires réalisés par les assujettis et interfaces électroniques non établies dans l'Union européenne. Nous aurons également l'OSS régime de l'Union. Celui-ci permettra de déclarer vos ventes à distance intracommunautaires, donc réalisées par les entreprises européennes, les entreprises établies non européennes, ainsi que les interfaces électroniques. Ce régime permettra également de déclarer les ventes locales réalisées par les interfaces électroniques, ainsi que les services B2C
intracommunautaires réalisés par les entreprises européennes. Le troisième régime est celui de l'OSS IOSS, régime de l'importation. Il permettra de déclarer les ventes à distance de biens importés de pays tiers d'une valeur ne dépassant pas 150 € réalisés par les entreprises européennes, non européennes et les interfaces électroniques. Moïtsa reviendra un peu plus dessus plus tard. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces guichets uniques permettront ainsi de déclarer toutes les opérations concernées et de payer le montant de la TVA correspondante par le biais d'une seule déclaration spécifique, et ce, quel que soit le pays dans lequel la TVA est due et quel que soit le taux de TVA applicable. La TVA collectée par l'administration fiscale du pays d'identification sera ensuite répartie entre les pays de consommation. Ce qu'il est important aussi de savoir, c'est que l'utilisation de ces guichets uniques sera toujours facultative. Les assujettis pourront ainsi choisir d'en bénéficier ou d'appliquer les règles de droit commun. Par ailleurs, il faut noter aussi que l'utilisation des régimes particuliers pour un type d'opération n'empêche pas l'application du régime de droit commun pour les autres opérations imposables. C'est-à-dire que, par exemple, une société française qui est immatriculée en Allemagne, parce que opération B2C, B2B, décide d'ouvrir ses ventes à distance en Belgique et au Luxembourg, en fait, ça ne lui empêchera pas de ne pas rester immatriculée en Allemagne, en sachant que si cette entreprise a toujours des opérations imposables, elle devra toujours faire sa déclaration de TVA. En revanche, ce qu'il sera possible de faire, c'est que cette entreprise pourra choisir donc, de passer par ce mini-guichet unique pour déclarer ses ventes à distance. Et dans ce cas-là, elle déclarera ses ventes à distance en Allemagne, en Belgique et par exemple au Luxembourg. Elle ne pourra pas choisir de déclarer ses ventes à distance sur sa déclaration de TVA allemande. Il faut noter aussi que le remboursement de la TVA ne sera pas possible par le biais de l'OSS. La TVA déductible devra toujours être récupérée via les procédures de droit commun. C'est-à-dire, si une entreprise est immatriculée, elle déclarera toujours sa TVA déductible dans ses déclarations de TVA. Et sinon, ce sera toujours via la 8e directive, donc la demande de remboursement étrangère. Donc, comme je vous l'ai dit en exemple, il est important de souligner que l'utilisation de ces régimes facultatifs s'appliquera à tous les pays où les assujettis font des ventes à distance. Maintenant, je vais laisser la parole à Moïtsa. Alors, revenons un peu plus en détail sur les importations de biens. Donc actuellement, l'importation de biens d'une valeur inférieure à 22 €, ce que je disais à l'introduction, est exonérée de TVA. Donc cette souplesse est susceptible donc de fausser quelque part le marché européen et de créer une concurrence déloyale et effectivement pour ouvrir la voie à des nombreuses fraudes, car bien évidemment les douaniers n'ont pas la capacité de contrôler les milliers de colis qui arrivent tous les jours sur les territoires de l'Union européenne. Ainsi, par exemple, des biens de valeur supérieure, notamment des smartphones, des tablettes ou autres, entrent souvent dans l'Union européenne, dans l'espace européen, et étant déclarés sur ce seuil de 22 € justement pour échapper au paiement des différentes TVA et droits de douane, c'est qui permet finalement, in fine, aux vendeurs de pratiquer un prix de 20% inférieur aux concurrents. Par exemple, si on prend le prix de TVA en France. Donc l'exonération qui est prévue donc au 1er juillet prochain sera donc supprimée. Donc cette suppression a pour but d'évincer la concurrence déloyale, mais elle est également conforme à l'engagement d'appliquer le principe de destination pour la TVA.
Donc, par la même occasion, un régime d'importation, comme je le disais, sera créé pour couvrir les ventes à distance des biens importés des pays ou des territoires tiers à des clients qui sont situés dans l'Union européenne. Et cela à concurrence d'un montant de 150 euros. Donc, à compter du 1er juillet prochain, toutes les marchandises, par contre, sans exception, devront désormais faire l'objet d'une déclaration en douane au moment de l'importation dans l'Union européenne. Les biens d'une valeur de coût inférieure à 150 euros pourront néanmoins bénéficier d'une exonération de TVA à l'importation, mais à condition que les ventes soient déclarées via le guichet unique spécifique appelé IOS, donc dont Marie évoquait l'existence au 1er juillet prochain, et que le numéro de TVA IOS du vendeur, ce sera un numéro spécifique qui va être créé, qui commencera par IM, soit mentionné dans les déclarations d'importation. Donc, en fait, à partir du moment où vous allez recourir à cette simplification, vous aurez la possibilité de ne pas payer la TVA à l'importation. Donc, IOS permettra de déclarer les ventes à distance de biens importés de pays tiers ou des territoires tiers, donc d'une valeur qui ne dépasse pas 150 euros, qui sont réalisées par les entreprises européennes, non européennes ou les marketplaces. Je reviendrai sur les marketplaces un peu plus tard. Donc, comment ça se passera concrètement? À l'importation d'un bien donc inférieur à 150 euros, le vendeur pourra opter pour la déclaration et le paiement centralisé de TVA via IOS dans les cas suivants, soit s'il est établi sur les territoires de l'Union européenne, soit s'il n'est pas établi, mais qu'il est établi dans un dans un pays avec lequel l'Union européenne a conclu un accord d'assistance mutuelle, ou à défaut d'un tel accord, qu'il a désigné un intermédiaire établi dans l'Union européenne pour le représenter. Donc, si le vendeur, par contre, ne opte pas pour l'IOS, donc cette simplification, il aura quand même la possibilité de recourir à un deuxième mécanisme de simplification qui sera mis à sa disposition pour les importations, c'est-à-dire, donc dans ce cas-là, la TVA sur l'importation pourra être collectée auprès des consommateurs, donc auprès de clients directement, par le déclarant en douane. Généralement, c'est soit l'opérateur postal, société de courrier ou commissionnaire en douane, qui le versera, lui, par la suite aux autorités douanières au moyen d'un paiement mensuel. Donc, juste pour dire, si il y a un recours à un intermédiaire, donc celui-là devra d'abord s'enregistrer dans son État membre d'établissement pour agir en tant qu'intermédiaire et ensuite obtenir un numéro d'identification spécial. Ce ne sera pas un numéro de TVA, ce sera un numéro juste d'identification qui commencera par IN, et ensuite il procédera à l'enregistrement des assujettis qu'il représente, donc via IOS, et il obtiendra un numéro, là du coup IOS TVA spécial, qui sera donné à l'intermédiaire pour chaque assujetti. Et là, le numéro commencera par IM. Donc, pour l'instant, c'est assez flou, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est prévu et qui est sorti hier dans le guide de la Commission européenne, pour donner des détails à l'application de ces différentes mesures de simplification. Donc, sur la slide d'après, vous verrez rapidement. Voilà, merci Gaëlle. C'est le tableau explicatif du régime applicable avant et après le 1er juillet. Juste pour vous dire qu'à partir du 1er juillet, donc on n'a plus ce seuil de 22 euros qu'on connaît actuellement, mais donc la TVA sera due à à chaque fois quand la marchandise va franchir la frontière, un mois, comme je disais tout à l'heure, de faire appel à la simplification via IOS, et par contre les droits de douane, les marchandises de moins de 150 euros seront toujours exonérées de droits de douane. Par contre, au-delà de 150 euros, les droits de douane seront dus sur la marchandise importée. Donc, sur la slide suivante, il y a un aperçu global donc de ce régime d'importation. Je précise rapidement la procédure. Donc, le vendeur devra obtenir un numéro d'identification aux fins de l'IOS, donc soit lui, soit via un intermédiaire, comme je l'évoquais à l'instant. Il va facturer la TVA de l'Union européenne à l'acquéreur lors de la vente. Donc, pas de TVA à l'importation.
Les biens qui seront déclarés via iOS seront exonérés donc de cette TVA à l'importation, moyennant les conditions que j'évoquais précédemment, donc qu'il y a bien un numéro d'identification iOS qui figure sur les factures et notamment les déclarations d'importation. Et le vendeur déclarera ensuite et payera la TVA aux autorités fiscales de l'Union européenne dans les pays où il est inscrit et vers les pays vers lesquels il effectue ces différentes ventes à distance. Et il devra conserver les registres des registres, les listes de vente en vue des futurs contrôles et cela pendant 10 années. Donc, en résumé, toutes les marchandises importées dans l'Union européenne seront soumises à la TVA. Donc, le guichet unique d'importation iOS a été créé donc pour faciliter et simplifier la déclaration et les paiements de TVA. Donc, des biens importés, donc qui ne dépassent pas 150 euros. Donc, concrètement, comment ça se passe? Donc, si vous inscrivez à l'iOS, vos clients vont apprécier que le prix qu'ils payent représente le prix final. Donc TVA incluse, donc c'est-à-dire sans frais cachés quelque part. Et si vous ne vous inscrivez pas à l'iOS, la TVA sera payée par votre client lors de l'importation de marchandises dans l'Union européenne. Donc les opérateurs postaux ou les coursiers peuvent facturer aux clients des frais de dédouanement supplémentaires pour percevoir cette TVA et accomplir les formalités nécessaires lors de l'importation de marchandises. Et les clients de l'Union européenne étant tellement habitués quelque part à payer le prix qui inclut la TVA, que le paiement de frais supplémentaires au moment de l'importation pourrait les conduire quelque part à refuser les colis en question. Donc voilà, donc quelque part l'incitation à l'utiliser l'iOS pour les produits importés de moins de 150 euros. Donc les logiciels iOS et OS seront ouverts à l'enregistrement à partir du 1er avril 2021 et prêts à être utilisés normalement à partir du 1er juillet 2021. Donc quelques mots maintenant sur les nouvelles responsabilités pour les plateformes numériques. Donc ce sont donc c'est vraiment une nouveauté qui est donc cette introduction de la redevabilité des marketplaces en matière de la TVA. Donc, c'est-à-dire que pour certaines opérations bien spécifiques que je détaillerai par la suite, les marketplaces deviendront responsables de la perception de TVA sur les ventes de biens par des sociétés de pays tiers à des consommateurs de l'Union européenne qui ont lieu sur leur plateforme. Donc, je m'explique. Donc, ce sont quelque part des facilitateurs de vente. Donc, les autorités seront de ce fait quelque part assurées de pouvoir demander la TVA qui est due lorsque les vendeurs, par exemple, établis en dehors de l'Union européenne, n'ont pas respecté les règles applicables. Donc concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que le marketplace ce sera à elle de collecter, déclarer et reverser la TVA à la place des vendeurs. Donc il sera considéré comme ce que je disais à l'introduction, comme un fournisseur présumé. Donc cela par contre ne s'appliquera que dans les cas suivants. Lorsqu'une interface électronique facilitera la vente à distance des biens importés, donc par le vendeur, et que les biens sont expédiés depuis l'extérieur de l'Union européenne au moment de leur vente, ou expédiés dans des envois d'une valeur qui n'excède pas 150 euros. Donc cela ne sera pas soumis à des droits d'assises. Ce ne sont pas des produits qui rentrent dans ce scope. Donc lorsqu'elle facilitera les ventes à distance, donc B2C, réalisées dans l'Union européenne, et là, y compris les ventes locales, je reviendrai tout à l'heure, donc c'est-à-dire des ventes à distance intra-UE, donc des biens, donc par exemple quand la commande et envoi sont faites depuis un État membre de l'Union européenne, donc un autre que celui de l'acheteur, et les livraisons domestiques de biens, donc quand la commande par exemple et envoi sont faits depuis le même État membre ou de l'Union européenne où se trouve l'acheteur. Donc voilà les différents cas dans lesquels la plateforme sera considérée comme un fournisseur présumé. Donc sur la slide suivante, on voit le schéma de détermination pour savoir exactement dans quel cas un marketplace sera considéré comme fournisseur présumé et devra donc, comme je viens de l'expliquer, de facto collecter et verser cette TVA
au fisc. Donc en fait, juste une précision, l'interface électronique, donc est considérée comme ayant facilité la vente de biens lorsqu'elle permet à un acheteur et un vendeur d'entrer en contact via cette plateforme. Donc, et que cela aboutit à la vente de biens à cet acheteur. Par exemple, si vous avez, si on a un cas où il y a plusieurs interfaces qui sont concernées, elle sera retenue celle sur laquelle la commande a été passée. Donc l'important c'est vraiment où la commande a été passée. Donc sont par exemple à exclure ici les plateformes qui ne font que la facilitation au paiement, notamment par exemple les PayPal. Donc il faut vraiment que la commande soit passée et qu'un certain nombre de conditions générales sont prévues, ainsi de suite. Donc il faut vraiment qu'il y ait cette facilitation à la vente pour être considéré comme une plateforme. Donc, il est important vraiment de se poser la question pour bien déterminer quelles sont les responsabilités qui incombent aux différentes plateformes. Donc, concrètement, sur la slide d'après, on voit les conséquences sur ce modèle qui est fondé sur le fournisseur présumé en matière de facturation. Donc, comme vous voyez bien, on a un fournisseur sujet à tout sens. Donc, c'est le premier fournisseur qui fournit vraiment la marchandise. On a cette plateforme de marché portail qui est entre les deux et on a un acquéreur qui est situé donc dans l'Union européenne. Donc, à compter du juillet prochain, les marketplaces sont considérés donc au regard de TVA comme ayant acheté et vendu elles-mêmes le produit, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'elles ne se rémunèrent que via une commission, mais la vente est toujours considérée entre le vendeur initial et l'acquéreur donc situé dans l'Union européenne. Donc, à partir du 1er juillet, il existera 2 opérations au regard de la TVA. Donc, une vente, la première, qui est une opération assimilée à une livraison qu'on appelle B2B, donc c'est-à-dire une vente généralement exonérée entre le vendeur et le marketplace, donc dans le pays de départ. Et ensuite, une deuxième vente qui sera taxable donc entre la marketplace et le client particulier, donc qui sera généralement soumise à la TVA dans le pays d'arrivée. Donc, d'où l'importance de savoir est-ce que moi, en tant que marketplace, je suis considéré comme un fournisseur présumé. Si tel est le cas, je devrais moi-même collecter la TVA auprès sur la vente que j'aurais réalisée au client final. Donc, par contre, ce qu'on disait tout à l'heure sur les simplifications, notamment liées au guichet unique, donc sachez que les marketplaces pourront également bénéficier de ces guichets uniques. Donc, pour iOS, donc guichet unique à l'importation. Donc, si l'interface électronique n'est pas établie dans l'Union européenne, elle devra normalement désigner, ce que je disais tout à l'heure, un mandataire, enfin un intermédiaire plutôt établi dans l'Union européenne pour remplir ses obligations. Cet enregistrement à l'iOS sera valable pour toutes les ventes à distance des biens importés qui seront réalisés auprès des acheteurs établis dans l'Union européenne. Donc, à ce titre, elle devra soumettre une déclaration électronique mensuelle de la TVA via le portail, donc de l'État membre dans lequel elle s'est enregistrée à l'iOS. Elle devra effectuer un paiement mensuel de la TVA qui figurera sur ces déclarations de TVA, tenir des registres, comme je disais tout à l'heure, de toutes les ventes iOS éligibles que l'interface électronique a facilité pendant 10 années, donc, et collaborer bien évidemment avec le vendeur réel des biens, donc dans notre cas fournisseur sous-jacent, pour s'assurer que les informations requises pour le dédouanement de la marchandise, y compris le numéro d'identification de la TVA iOS, parviennent bien aux douanes de l'Union européenne où les marchandises sont importées. Donc, par contre, Marketplace pourra également, si c'est une Marketplace établie dans l'Union européenne, utiliser OS. Donc ça veut dire guichet unique européen. Cet enregistrement unique sera valable pour toutes les livraisons que l'interface électronique facilitera, ainsi que pour toutes les livraisons intra-UE de biens ou de services qu'elle réalise elle-même. Donc, elle devra soumettre une déclaration électronique, là pour le coup, trimestrielle et non plus mensuelle, via le portail. Ensuite, effectuer un paiement, là aussi, trimestriel de la TVA, qui figure donc sur les déclarations de TVA qu'elle aurait déposées via ce guichet, et tenir des registres de toutes les ventes donc elle a pu réaliser et qu'elle a facilité pendant 10 années.
Donc voilà un petit peu pour les biens importés et pour les responsabilités pesant sur les marketplaces. Donc maintenant, je laisse la parole à Marie pour les opérations avec l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne. Donc, suite au Brexit, il était important pour nous de rappeler effectivement qu'est-ce qu'allaient devenir les opérations en matière du e-commerce entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne. Donc, les ventes à distance vers et depuis l'Europe, qu'est-ce qui se passe? Donc, en fait, il se passe que le cadre juridique reste le même que pour les ventes à distance faites dans l'Union européenne. Jusqu'au 30 juin 2021, c'est le seuil anglais de 70 000 € qui est applicable. Après le 1er juillet, ce sera, comme pour les autres pays, celui de 10 000 €. Le guichet unique sera aussi, pourra être effectivement utilisé pour les entreprises faisant des ventes à distance. Elles pourront effectivement utiliser le guichet unique pour payer cette TVA. Alors, les ventes à distance vers et depuis la Grande-Bretagne. Gaëlle, s'il te plaît, tu peux passer la slide suivante. Merci. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, effectivement, depuis le Brexit, donc depuis le 1er janvier 2021, le régime forcément des ventes à distance est différent des autres pays. Quelques informations pratiques. Il existe la notion d'un seuil de 135 €. Qu'est-ce que cela est? En fait, la valeur de 135 € s'applique à la valeur d'un envoi total qui est importé, soit qui est importé et autres taxes et charges identifiables dans les différents documents douaniers et non à la valeur distincte des articles individuels qui sont dans un envoi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand un colis inférieur à 135 € arrive en Grande-Bretagne, la TVA anglaise sera due au moment de la vente. C'est-à-dire qu'une entreprise française faisant des ventes à distance en Grande-Bretagne, pour tous les colis inférieurs à 135 €, celle-ci devra appliquer la TVA anglaise sur sa vente. Cependant, indépendamment, ça ne l'empêchera pas d'avoir des formalités douanières et des douanements qui devront être remplis. Pour les colis supérieurs à 135 €, les règles normales de TVA et de douane s'appliqueront à l'importation des marchandises, c'est-à-dire une TVA à l'importation à payer et potentiellement des droits de douane. En Grande-Bretagne, depuis l'extérieur du Royaume-Uni, ou en Irlande du Nord, depuis l'extérieur du Royaume-Uni et hors Union européenne. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les entreprises ont la possibilité d'auto-liquider cette TVA à l'importation pour les colis supérieurs à 135 €. La seule condition, c'est d'être enregistré au Royaume-Uni. Donc, toute entreprise immatriculée à la TVA effectuant des importations au Royaume-Uni peut utiliser l'autoliquidation au lieu d'effectuer des paiements à la TVA à l'importation. Les entreprises n'ont pas besoin d'une autorisation, il suffit juste de l'indiquer et de l'autoliquider dans la déclaration de TVA anglaise. Si les entreprises ne gèrent pas leur propre importation, ils doivent effectivement en informer leur agent représentant en douane qu'ils souhaitent qu'ils souhaitent autoliquider cette TVA à l'importation et leur fournir effectivement leur numéro EORI britannique ainsi que leur numéro de TVA britannique. Concernant les droits de douane potentiellement applicables, donc en fait ceux-ci seront déterminés en fonction de la marchandise. Tout dépend de l'origine, effectivement, de la marchandise, surtout à ne pas confondre avec le pays de provenance. Donc, en conclusion, l'application de la TVA britannique sur les ventes ne dépassant pas 135 pounds et les déclarer sur la déclaration de TVA. Pour les ventes supérieures à 135 pounds, vous devrez payer les droits de douane, le cas échéant, et la TVA à l'importation en utilisant votre numéro EORI. Maintenant, je laisse la parole à Moïtsa pour la conclusion.
Oui, donc comme vous avez pu voir, ce sont des sujets assez complexes et c'est vrai que Brexit n'a rien arrangé à la chose. Donc on a maintenant une dualité de régime avec l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne, et qui plus est une nouvelle réforme en matière de e-commerce qui se prépare au 1er juillet prochain. Donc il faut vraiment se préparer avant l'entrée en vigueur donc de cette nouvelle réforme là pour le coup de vente à distance au sein de l'Union européenne. Donc 1er juillet, ce demain. Donc il sera applicable dans l'ensemble des États membres. Donc effectivement, je vous confirme que lors de dernier VAT meeting auprès de la Commission européenne, il a bien été décidé qu'il n'y aura pas de nouveau report. Donc c'est complètement exclu. Donc c'est-à-dire que les États membres se devront d'être prêts au 1er juillet avec en appliquant cette réforme et mettre en place, ou en tout cas à disposition des entreprises, les différents guichets uniques, encore une fois, à l'entreprise de choisir la solution qui est la plus stratégique par rapport aux différentes opérations qu'elle réalise. Donc il vous reste donc quelques mois pour déterminer où et comment donc justement déclarer chaque type de vente. Il faudra désormais distinguer, comme on a pu le voir, les ventes en fonction de la valeur de la marchandise, en fonction de leur provenance, donc est-ce que c'est une marchandise européenne ou non européenne, du canal de vente utilisé, est-ce que vous utilisez votre site web, est-ce que vous utilisez un marketplace ou des réseaux sociaux, une autre plateforme, de lieu ou non de utilisation ou non d'un lieu de stockage. Par exemple, si vous avez des stocks dans un autre État membre que celui dans lequel vous êtes établi. Et également prise en compte de la personne qui est un peu en charge du transport de vos différentes déclarations d'importation. Donc il y a vraiment une cartographie, si vous ne l'avez pas encore fait, à faire pour voir exactement sur quelle typologie de vente je suis moi responsable de la collecte de la TVA, ou dans un autre typologie de vente, est-ce que c'est plutôt la plateforme qui en est le responsable. Donc sachez que nos équipes peuvent bien évidemment vous aider à déterminer quelles sont vos obligations en matière de la TVA, même encore aujourd'hui, mais surtout à compter du 1er juillet prochain. Par ailleurs, pour bénéficier des régimes particuliers, ce que Marie disait tout à l'heure, dès le 1er juillet, il faudra au préalable obtenir les numéros de TVA spécifiques au OS. Donc nous pouvons également effectuer ces différentes démarches pour vous aider à obtenir ces différents numéros de TVA spécifiques au guichet unique, et vous aidons également à paramétrer votre outil informatique pour être en mesure de satisfaire donc ces nouvelles modalités de déclaration, que ce soit via OS ou que via procédure de droit commun, si stratégiquement vous avez décidé finalement de ne pas faire appel à ces simplifications. Et maintenant, voyons voir si on a des questions. Donc, je pense qu'une première question, c'est voilà, bonjour, peut-on revoir le webinaire en replay? Donc, je pense, Gaëlle, je ne sais pas si tu confirmes, mais je crois que ça va être possible. Je confirme tout à fait. Il y aura le replay et la présentation, les slides qui vous ont été présentés ce matin. Ensuite, on a une autre question qui est en matière de facturation. Est-ce qu'il y a un formalisme particulier à prévoir en matière de facturation en B2C? Marie, est-ce que tu... Alors non, alors effectivement non, il n'y a pas d'allègement en matière de facturation. Les entreprises devront garder le même formalisme pour les factures qu'elles établissent déjà, par exemple en B2B, sauf effectivement, c'est sauf le numéro de TVA du client qui est ici un particulier qui ne sera pas effectivement obligatoire. Mais sinon, il n'y a pas d'allègement là-dessus. D'accord, merci. Et on a une autre question sur, même si on l'avait déjà dit, sur l'appréciation du seuil de 10 000 euros. Donc Marie, je te laisserai répéter ce que tu avais dit tout à l'heure, comment on calcule ce seuil. Moi, j'aurais juste quelque chose à une précision à apporter par rapport à ce seuil. Donc ce seuil de 10 000 euros ne s'applique qu'à une entreprise qui est établie dans un seul État membre. Je m'explique. Donc si une entreprise, par exemple, si vous possédez plusieurs établissements stables
au sein de l'Union européenne, par exemple en Allemagne ou en Belgique, le seuil ne peut pas s'appliquer en fait. Donc cela va de même lorsque par exemple les biens sont expédiés depuis 2 pays différents. Dans ce cas, normalement, l'immatriculation est nécessaire puisque si vous avez des stocks dans un autre État membre que le vôtre, généralement, à travers ce stock, vous faites des opérations quelque part taxables et vous devez normalement être localement immatriculé déjà sur place. Donc Marie, je ne sais pas si tu veux répéter un petit peu comment on calcule le seuil de 10 000 euros. Non, mais cette question est bien parce qu'en fait, je n'ai pas effectivement détaillé. Donc, comment s'apprécie le seuil des 10 000 euros? Il faut prendre en considération les ventes à distance et les TBE. Ainsi que quand on parle de vente à distance, c'est la totalité de vos ventes à distance et non par pays. Par exemple, une société française qui a un chiffre d'affaires, par exemple, de 1 000 euros en Belgique, 1 000 euros en Luxembourg et 8 000 euros en Allemagne, vous êtes par pays, effectivement, ça ne dépasse pas le seuil des 10 000 euros. En revanche, il faut considérer les 3 pays, c'est-à-dire que vraiment le seuil de ces 10 000 euros doit être calculé dans l'ensemble des ventes à distance et bien sûr en prenant en compte les TBE. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, j'en vois pas. Qui optent pour le guichet n'ont pas d'obligation de facturation. Alors, j'ai une question. Donc, bonjour, il me semble qu'une entreprise qui opte pour le guichet unique n'aura pas d'obligation de facturation. C'est pas encore tout à fait clair dans les en matière de facturation à proprement parler, parce qu'en fait, déjà en matière de facturation, ce qu'elle disait tout à l'heure en Marie, et puis je vais juste compléter, c'est qu'en B2C généralement, vous n'avez pas à émettre la facture. Donc, quand on parle de B2C, hein, donc une vente entre un professionnel et un particulier. La seule exception justement s'applique aux ventes à distance à proprement parler. Puisqu'on considère que ces ventes sont sujettes justement à cette obligation d'émission de la facture. Donc, je ne suis pas sûre que le fait de passer par guichet unique vous enlèvera la nécessité de facturation, puisque le client final, par exemple, qui sera un client belge, combien même vous passez par cette simplification de facturation, vous réclamera peut-être une facture, donc dans quel cas vous êtes obligé de l'émettre. Ah, par contre, le fait de passer par ce guichet unique, effectivement, ce qui sera pas négligeable, c'est que vous devrez appliquer là pour le coup les règles de facturation qui sont établies qui sont en application dans l'État via lequel vous déclarez ces différentes déclarations dans lesquelles vous ouvrez ce MOS, si vous voulez, donc guichet unique. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, par exemple, parce que si vous êtes immatriculé, par exemple, en Allemagne, que vous devez appliquer la TVA allemande sur un certain nombre de vos opérations, vous devez respecter, par exemple, les règles de facturation qui sont applicables en Allemagne. Donc, il y aura effectivement en matière de facturation un certain nombre d'allégements. Par contre, là, pour le coup, de ne plus du tout émettre la facture, ça, je mettrai un petit bémol parce que je ne suis pas tout à fait 100% sûr que cela existera. Mais à vérifier, je pourrais revenir vers vous ultérieurement pour vous donner des précisions supplémentaires. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, parce que alors. Alors, quel est le délai de remboursement de la TVA déductible en Italie si nous basculons sur une demande de remboursement annuel? Alors là, je ne sais pas si c'est en lien avec guichet unique ou pas du tout. Mais on pourra revenir vers vous. On a vos coordonnées. On pourra revenir vers vous parce que j'aurais besoin d'un peu plus de précision sur le sujet. À moins que Marie, tu as en tête les délais de remboursement de TVA déductible en Italie. Bah, alors après, oui, on va dire généralement, le délai de remboursement de la TVA déductible en Italie est d'environ 3 ans. Maintenant, parce qu'il faut savoir que de toute façon en Italie, quand vous faites une demande de remboursement, généralement, vous avez un petit audit de la part de l'administration fiscale italienne qui intervient. Donc voilà, donc généralement, c'est, allez,
ça peut être 3 ans. Mais ça, je parle via une 6e directive, donc c'est-à-dire via une immatriculation dans le pays. Maintenant, si on passe en 8e directive, ça, je pourrais pas dire exactement. Voilà, sur la 8e directive en TVA étrangère, les délais sont vraiment très aléatoires puisque de l'expérience, nous avons des demandes qu'on a déposées, par exemple typiquement, ou qui ont été remboursées au bout de 3 mois et d'autres qui ont été remboursées au bout d'1 an et demi. Donc après, la 8e directive prévoit un délai minimum et maximum qui est relativement bien respecté par les États membres, mais des fois, il y a quand même quelques abus et certains États membres qui se permettent de rallonger les délais de manière assez aléatoire. Mais bon, voilà, normalement, les délais sont plus ou moins bien respectés. Donc, une nouvelle question qui est: notre enregistrement sur iOS sera le moyen d'informer les administrations locales? Y aura-t-il d'autres choses à faire? Non, normalement, justement, le fait de opter pour un guichet unique, hein, que ce soit iOS pardon, ou OS, donc le régime européen ou régime pour les biens importés, vous générera un numéro spécifique qui, du coup, quelque part, via ce numéro spécifique, vous permettra de déposer directement des déclarations trimestrielles ou mensuelles en fonction de si c'est des biens importés ou des biens qui sont déjà dans le sein de l'Union européenne. Donc, il n'y a pas vous n'aurez pas à informer les administrations fiscales locales de cette démarche. Cependant, c'est là bien évidemment et à nuancer cette réponse, puisque tout dépendra si vous avez déjà un enregistrement localement ou pas. Parce que si vous êtes déjà enregistré localement et que effectivement demain vous décidez de vous désinscrire et du coup, puisque vous souhaitez opter pour le régime simplifié, bien évidemment, je pense qu'à un moment donné, il va falloir informer l'administration fiscale locale de votre souhait de finalement passer par le guichet unique. Cependant, sachez que donc là, j'ai pas eu le temps de lire tout le guide qui a été publié hier par la Commission européenne, mais en tout cas, il est précisé dans ce guide, notamment les délais. Par exemple, si vous optez au mois de mars pour le guichet unique, ça ne peut pas être d'application directe. Donc c'est-à-dire que ça ne sera pris en compte que pour le mois d'après. Donc pour le mois de mars, par exemple, vous serez toujours obligé de déclarer les ventes à distance localement si vous avez effectivement déjà un numéro de TVA ouvert dans ces pays. Donc voilà, cette réponse est un peu à nuancer, mais normalement, à part vous y matriculer auprès à iOS ou OS, vous n'aurez pas d'autres démarches à effectuer auprès des différentes administrations fiscales. Sinon, là, oui. Pardon. Vas-y. Sinon, ouais, je disais, sinon j'en ai j'ai une question aussi. Nous sommes déjà immatriculés dans un État membre de l'UE au titre de nos ventes B2C. Une radiation auprès de ces pays est-elle nécessaire si nous souhaitons utiliser le guichet unique? Donc, j'ai vu, tu avais répondu effectivement un petit peu lors de la question précédente, mais est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Non, moi, à part dire que, encore une fois, et j'insiste sur le sujet, le guichet unique, c'est effectivement une simplification qui a été prévue par la Commission européenne. Mais ça reste une simplification. Donc, en fonction des opérations que les différents États membres, différentes sociétés ont dans les différents États membres, s'ils ont déjà une activité locale, s'ils ont, par exemple, un numéro de TVA déjà local et que, par exemple, ils déposent des déclarations localement et que tout se passe très très bien et qu'il n'y a pas de raison particulière à passer par cette simplification. Voilà, c'est une stratégie à établir, notamment si vous avez beaucoup de TVA déductible à récupérer. Voilà, donc tout ça, ça se met dans la balance et ça se décide stratégiquement. Sachant juste que si vous opérez, comme disait Marie tout à l'heure, et j'insiste là-dessus, des ventes à distance un peu partout dans l'Union européenne, vous ne pouvez pas choisir, par exemple, pour une tel et tel pays, de passer par un guichet unique, encore une fois pour les ventes à distance, et d'autres pays de passer par déclaration locale puisque vous avez déjà un numéro local. Donc si vous décidez d'ouvrir iOS ou OS, vous devez déclarer l'ensemble de ventes que vous réalisez au sein de l'Union européenne et non pas uniquement une partie des ventes. Donc faites attention à cela parce que
effectivement, du coup, ça peut avoir un impact sur vos différentes immatriculations que vous avez dans les différents États membres. Alors, avec le guichet unique sur la déclaration de TVA, il faudra détailler le chiffre d'affaires réalisé par pays. En fait, oui, en fait, ce ne sera pas une déclaration de TVA telle qu'on l'entend à CA3, mais en tout cas, c'est via guichet unique, vous allez faire une déclaration globale. Et par contre, dans cette déclaration globale, vous avez effectivement choisir le pays dans lequel vous avez réalisé les ventes. Donc, par exemple, parce que s'il y a un pays pour lequel par exemple, au mois de mars, vous n'avez pas réalisé de vente, alors qu'en février, oui, par exemple, vous allez pouvoir déclarer une déclaration vierge, comme on peut le faire aujourd'hui, à 0. Donc tout sera déclaré directement via ce guichet OS, et du coup, ça sera au fisc français de dispatcher les différentes déclarations, entre guillemets, aux différents États membres, et du coup dispatcher également le montant de TVA que vous allez payer au fisc français, mais qui dispatchera ensuite aux différentes administrations fiscales. Donc oui, il va falloir quand même détailler le chiffre d'affaires réalisé par pays, puisque il va falloir quand même que l'administration fiscale s'y retrouve. Oui, normalement le numéro de TVA, numéro de TVA IES devra être indiqué, oui, sur les factures émises au client final, mais surtout sur les déclarations d'importation, parce que c'est là où effectivement ça a tout son sens, c'est que justement en passant par IES, vous avez la possibilité de bénéficier d'une exonération de TVA à l'importation, et donc du coup quelque part profiter de cette simplification. Et donc pour cela, il faut que celui qui importe la marchandise, par exemple pour vous, si vous passez par un déclarant en douane, il saura directement que vous passez par un IES, et donc vous êtes exonéré de TVA à l'importation. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions, parce que en fait je suis un peu perdue. J'en vois une autre, Moïtsa. Si nous décidons de passer via le guichet unique, doit-on continuer à respecter les règles locales? Fichier safety, outil de facturation certifié pour le Portugal, envoi du real-time en Hongrie, etc. Normalement, c'est une très très bonne question, mais j'ai pas encore la réponse finale sur le sujet. En fait, normalement, logiquement, j'aurais tendance à dire non. Vous n'êtes plus obligé, puisque passer par un guichet unique, vous quelque part, vous permet d'appliquer la règle de facturation qui sont émises qui sont en application dans le pays dans lequel vous êtes établi. Cependant, voilà, je préfère vous répondre peut-être ultérieurement à cette question quand j'aurai un peu plus d'éléments. Encore une fois, hein, on voit vos noms, donc on voit exactement qui a posé la question, donc on pourra revenir vers vous ultérieurement. Mais aujourd'hui, en fait, si vous voulez, on attend toujours que les différents États membres publient les guides d'interprétation justement de cette réforme, pour justement voir exactement comment ça va s'appliquer. Parce que là, pour l'instant, on a des guides qui existent, qui ont été rédigés par la Commission européenne, mais on n'a pas encore la doctrine, par exemple, administrative, qui nous permettrait de voir exactement comment ça va se passer dans chaque État membre. Alors, je vais effectuer mon mémoire d'expertise comptable sur ce sujet sur le marketplace. Très bien. Alors, attendez. Donc, est-ce que j'en ai d'autres questions? Est-ce que On vous a le envoyez temps d'autres? encore? Oui, on a le temps encore ou pas? Non, On mais peut je pense reprendre qu'on une va. S'il dernière y en a encore question une s'il en qui, reste une. voilà, mais je j'arrive plus à. Alors, j'en ai une ici pour le guichet unique OSS-UE. Un nouveau numéro de TVA sera attribué à indiquer sur les factures où les numéros locaux seront conservés. Alors, c'est une très très bonne question, et d'après le guide, encore une fois que j'ai parcouru rapidement ce matin, voilà, puisqu'il a été publié hier, il semblerait qu'il y aura un numéro spécifique qui va être créé, qui commencera par ce sera le numéro UE,
et un numéro de TVA. Par contre, vous garderez votre numéro de TVA local. Je m'explique. Par exemple, typiquement comme Marie disait tout à l'heure, si vous avez un numéro de TVA, par exemple en Allemagne, puisque vous réalisez les opérations B2B, vous avez un stock de marchandises sur place, vous réalisez d'autres opérations que les ventes à distance et pour lesquelles vous devez garder ce numéro. Donc vous allez avoir le numéro bien évidemment allemand DE et le numéro allemand de TVA. Par contre, vous allez avoir un numéro spécifique lié à cette simplification UE pour des ventes à distance qui commencera par UE. Donc, il démontrera quelque part que vous faites appel à la simplification et qui vous, du coup, permet de bénéficier d'un certain nombre d'allègements en matière de facturation, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure. Donc, normalement, il y aura un numéro spécifique qui sera créé. IM pour iOS et UE pour OS. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais en tout cas, si on n'a pas répondu à toutes les questions, on vous propose de toute façon avec Marie de revenir vers vous par mail et on pourra, voilà, comme ça on est sûr de répondre à l'ensemble des interrogations, puisque je sais que c'est un sujet d'actualité et qui pose encore beaucoup de questionnements. Alors, si le montant est supérieur, j'en ai une autre et c'est la dernière, je pense. Si le montant est supérieur à 150 €, la marketplace peut supporter la TVA collectée. Non, justement, en fait, oui, enfin, ça dépend de 150 €, c'est vraiment sur les produits importés. Donc la marketplace, par contre, pourra toujours supporter la TVA collectée quand ce sera des ventes, quand elle facilitera les ventes de marchandises qui sont déjà sur le territoire, par exemple, de l'Union européenne, mais qui sont faits par un vendeur qui n'est pas établi au sein de l'Union européenne. Donc c'est pour ça, en fait, il y a deux conditions, deux cas de figure dans lesquels la marketplace doit collecter la TVA, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et sur la slide, je ne sais plus quel slide c'était, mais où j'ai bien précisé que vous devez vraiment faire attention pour savoir dans quel cas de figure vous trouvez. Excusez-moi, je vais reprendre la slide en fonction. Donc en fait, ce sont les biens qui sont expédiés dans l'Union européenne à partir du territoire pays tiers. Donc soit les biens sont expédiés dans des envois qui sont inférieurs à 150 €, comme je disais tout à l'heure, et si oui, dans ce cas-là, la plateforme marketplace sera considérée comme fournisseur présumé et devra collecter la TVA à la place du vendeur. Et les biens qui sont vendus par un fournisseur qui est non établi dans l'Union européenne, mais qui sont déjà, par exemple, sur le territoire de l'Union européenne. Dans ce cas-là, également, la marketplace pourra supporter la TVA et donc collecter la TVA et le verser au fisc à la place du vendeur. Donc, il y a deux cas de figure dans lesquels vous êtes supposé être un fournisseur présumé. Donc voilà. Donc je propose peut-être Gaëlle qu'on s'arrête là pour. Oui, je pense qu'on aura répondu déjà à beaucoup de questions. Ouais. Et comme disait Marie et Moïtsa, effectivement, les questions qui sont encore en suspens, nous reviendrons vers vous pour vous apporter toutes les précisions nécessaires. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Marie et Moïtsa, pour votre intervention et cette qualité d'intervention, d'avoir répondu à beaucoup de questions. Je remercie également tous les participants. Vous avez été nombreux à être là aujourd'hui. Et comme on vous l'avait précisé, nous vous enverrons le replay et les slides pour que vous puissiez avoir le support. Et je vous souhaite une très bonne journée à tous et à très bientôt. Merci, bon appétit, Merci. au revoir. Bonne journée. Au revoir.